Pendant un déjeuner avec la famille de ma femme, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Ne réagis pas. Il t'enregistre. J'ai continué à sourire, mais j'ai regardé autour de la table et j'ai senti quelque chose d'anormal. 174 appels manqués. Vous connaissez ce sentiment quand on est à un dîner de famille et que tout le monde fait comme s'il auditionnait pour un film Hallmark? Oui, c'était mon dimanche après-midi. J'étais là, assis à la table exorbitante de Margot et Stanley, le genre de table qui devait coûter plus cher que ma voiture, essayant de faire semblant de me soucier de la dernière obsession CrossFit de Darren tout en sciant ce qui devait être le morceau de faux filet le plus dur du monde. Alors, Jason, comment vas-tu au travail, a demandé Stanley, affichant ce sourire d'homme politique qu'il avait perfectionné au cours de ses 30 ans de carrière d'avocat d'affaires. Ce type pouvait faire passer le beau temps pour une OPA hostile. On ne peut pas se plaindre, ai-je répondu. Parce que, franchement, que dire d'autre à son beau-père quand il pose des questions comme s'il déposait un témoin? J'ai jeté un coup d'œil à Belle, ma femme depuis 8 ans, qui riait à une phrase murmurée par sa mère. Ce rire artificiel qu'elle réservait au moment où elle était nerveuse ou essayait trop de paraître normale. Je l'avais entendu assez de fois pour savoir la différence. Margot, béni soit son cœur contrôlant, était en mode hôtesse, flottant pratiquement autour de la table comme une fée marraine démente. Encore du vin, Jason. On dirait que tu en as besoin. La voilà. Cette sollicitude indirecte qui te donnait l'impression d'être à la fois choyé et insulté. Elle en faisait un article. Je vais bien, merci. J'ai repris une bouchée du steak, qui était à peu près aussi tendre que ma relation avec ces gens. La femme de Darren, n'arrêtait pas de me lancer des regards bizarres, comme si j'avais du papier toilette collé à ma chaussure ou quelque chose. D'habitude, elle était la personne normale dans ce cirque, mais aujourd'hui, elle semblait plus nerveuse qu'un chat dans une pièce remplie de rocking chair. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré contre ma jambe. Bon, je ne suis pas de ceux qui consultent leur téléphone pendant le dîner. Belle m'avait appris cette habitude il y a des années avec suffisamment de commentaires passifs-agressifs pour remplir un livre de développement personnel, mais quelque chose dans le timing me semblait bizarre. Appelez ça de l'intuition. Appelez ça de la paranoïa. Mais quand on est marié dans une famille qui traite le dîner du dimanche comme une réunion du conseil d'administration, on développe un sens aigu du moment pour savoir quand l'autre chaussure est sur le point de tomber. Je me suis légèrement déplacé, gardant un visage neutre, en baissant les yeux vers l'écran sous la table. Numéro inconnu, pas de nom, juste un message qui m'a glacé le sang. Ne réagissez pas. Il vous enregistre. C'est quoi ce bordel? J'ai levé lentement les yeux, essayant de garder une expression aussi neutre que la promesse d'un politicien. Mais soudain, tout semblait différent. L'éclairage semblait plus dur. La conversation semblait forcée, et les sourires de chacun semblaient peints avec de la peinture de maison. Peinture. Margot me souriait toujours comme si j'étais son gendre préféré. Mais maintenant, son sourire semblait trop tendu, comme du film plastique sur un bol. Stanley acquiesçait d'un signe de tête à ce que Darren disait à propos des boissons protéinées, mais ses yeux ne cessaient de me regarder comme s'il attendait quelque chose. Et Belle, ma belle épouse névrosée et amatrice de vin, tambourinait des doigts sur son verre avec ce rythme nerveux qu'elle avait quand elle mentait. Tap tap tap. Pause. Tap tap tap. J'avais entendu ce rythme plus de fois que je ne voulais le compter. Généralement juste avant qu'elle n'avoue avoir acheté quelque chose de cher ou qu'elle oublie de mentionner que sa mère venait lui rendre visite. Terre pour Jason, dit Darren. Et je me suis rendu compte que tout le monde me regardait. Je t'ai demandé si tu voulais aller à la salle de sport avec moi cette semaine. Tu as l'air un peu mou. Oui, c'était le Darren que je connaissais et que je tolérais à peine. Mon beau-frère, le prof de fitness qui pensait que le corps des autres était son projet d'amélioration personnelle. Normalement, je lui aurais répondu avec une plaisanterie sur ses protéines. Budget poudre. Mais là, je ne pensais qu'à ce SMS qui me brûlait la poche. Bien sûr, j'ai réussi à couper un autre morceau de steak. Ça a l'air génial. La conversation est revenue à ses sujets habituels. La météo, la politique locale, qui faisait quoi dans quelle école privée chère, mais je n'écoutais plus vraiment. J'observais. Margot jetait des coups d'œil vers le salon comme si elle attendait quelqu'un. Le téléphone de Stanley était posé à plat sur la table, mais je voyais le bord de quelque chose, peut-être une application, briller à travers le boîtier. Il a touché à peine sa nourriture, la déplaçant simplement dans son assiette comme si elle jouait avec des preuves.
Et c'est là que ça m'a frappé. Ce sentiment que j'essayais d'ignorer depuis des mois. L'impression que la conversation s'arrêtait dès que j'entrais dans une pièce. La façon dont la famille de Belle semblait toujours savoir des choses sur mon emploi du temps que je ne leur avais jamais dites. Les questions étranges sur mon stress au travail, mes habitudes de sommeil, mes humeurs. Ils ne faisaient pas que bavarder. Ils recueillaient des informations. Mon téléphone a de nouveau vibré. Même numéro inconnu. Vérifier derrière la famille. Photo en rentrant. Étagère du haut. Salon. Tu n'es pas parano. J'ai failli éclater de rire. Presque. Parce que s'il y a une chose pire que de découvrir que ta famille pense que tu perds la tête, c'est de découvrir qu'elle a peut-être raison. Mais là, c'était différent. J'avais l'impression que quelqu'un confirmait enfin ce que je pressentais depuis des mois. Jason, ça va? La voix de Belle a tranché mes pensées. Tu es un peu pâle. Tout le monde me fixait à nouveau. Si perdieux, tous rivés sur mon visage, comme si j'étais une expérience scientifique qui pouvait exploser à tout moment. L'inquiétude dans leur voix semblait sincère, mais il y avait autre chose en dessous. Quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation. Juste fatigué, ai-je dit en forçant un sourire. Longue semaine de travail, tu sais ce que c'est. Bien sûr, a dit Margot en me tapotant la main. Tu travailles tellement dur, chérie. Parfois, j'ai peur que tu te pousses trop. Et voilà que c'était encore le cas. Cette fausse inquiétude s'est enveloppée de ce qui ressemblait à une accusation, comme si elle semait les graines d'une future conversation sur mon état mental. Santé ou équilibre entre vie professionnelle et vie privée. J'avais déjà utilisé depuis le matin après le désastre de la conférence. C'était comme si elle avait disparu dans l'air, ne laissant que derrière une note sur notre comptoir de cuisine. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Trop peu, trop tard. Mais au moins, j'ai finalement eu la maison pour moi. Eh bien, moi-même et Mika, qui allait avoir besoin de thérapie, mais étions sains et solides et enfin dormant toute la nuit sans mystérieux dispositif d'enregistrement surveillant ses rêves. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais comme j'apprenais à la dure, dans le monde de ma famille, la paix était toujours temporelle. Vous savez ce qu'ils disent des fins heureuses. Parfois, ils sont plus comme des pauses heureuses entre les chapitres fous de votre vie. 6 mois après la fin du cauchemar de surveillance, Mika et moi nous étions installés dans notre nouvelle normale dans une petite ville au bord du lac à environ 3 heures de notre ancienne vie. Le genre d'endroit où le plus grand scandale était la collection agressive de pelouse agressive de Madame Henderson et le restaurant local servait une tarte qui pourrait résoudre la plupart des problèmes de la vie. Mika prospérait comme une plante qui avait finalement obtenu la bonne quantité de soleil. Plus de regards nerveux sur son épaule. Plus de questions pour savoir si papa était un mauvais homme. Plus de marches sur des coquilles d'œufs autour des adultes qui auraient dû le protéger au lieu de l'utiliser comme munition. Il s'était lié d'amitié avec l'enfant d'un accent grave côté qui a collecté des rochers et croyait que chaque ruisseau contenait des poissons magiques. Et honnêtement, après tout ce que nous avions vécu, un peu de magie semblait exactement ce dont nous avions besoin. J'avais trouvé du travail en enseignant des cours de commerce en ligne pour un collège communautaire, ce qui signifiait que je pouvais travailler à la maison et être disponible pour chaque genou gratté, crise des devoirs et discussions urgentes sur si les dinosaures auraient fait de bons animaux de compagnie. Le salaire n'était pas génial, mais il couvrait notre modeste loyer et laissait assez pour la soirée de pizza occasionnelle, et bien trop de voyages à la quincaillerie pour mon nouveau passe-temps de légumes qui ont survécu à la récolte. Notre petite maison de location avait un jardin qui semblait avoir été conçu par quelqu'un qui comprenait que parfois un homme avait besoin de creuser dans la saleté et de cultiver quelque chose de bien après avoir passé des mois à regarder sa vie se séparer par des gens avec trop d'argent et pas assez de conscience. Je deviendrais le fier parent des tomates qui avaient en fait un goût de tomate. Et Mika avait revendiqué la propriété d'un patch de citrouille qui, selon lui, produirait jack-o'-lanterne de la taille des petites voitures. Pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais, je pouvais dormir toute la nuit sans vérifier les serrures 3 fois ou scanner la place pour des caméras cachées. Mika avait arrêté cette habitude nerveuse de regarder autour de lui avant de parler. Et nos conversations en soirée étaient revenues à des sujets d'enfants normaux comme pourquoi les devoirs ont été inventés par les méchants et si nous pouvions obtenir un chien qui aiderait avec la sécurité du jardin. Mais voici la chose à propos de la guerre psychologique survivante. Cela vous change d'une manière qui ne s'en va pas lorsque la menace disparaît. Je me suis toujours retrouvé à vérifier de manière obsessionnelle de l'appel.
Toujours devenu nerveux quand j'ai vu des voitures inconnues garées dans notre rue trop longtemps. Aïe, encore des moments où je me demandais si la pièce était réelle ou juste une autre configuration pour la prochaine série de fous. Et puis un jeudi matin parfaitement ordinaire pendant que Mika était à l'école et que je classe les papiers qui ont prouvé que les étudiants ne pouvaient toujours pas comprendre la différence entre votre forfait est arrivé. Aucune adresse de retour, aucune confirmation de livraison, juste une petite enveloppe brune assise sur mon Porsche comme si elle s'était matérialisée à partir de l'air mince. À l'intérieur se trouvait une seule photo de notre nouvelle maison prise de l'autre côté du lac avec un téléobjectif qui avait capturé tous les détails de notre routine matinale. L'angle montrait notre fenêtre de cuisine où Mika et moi avons pris le petit déjeuner, le jardin où nous avions passé des week-ends à construire notre nouvelle vie, et le quai où nous avons nourri les canards qui étaient devenus nos animaux de compagnie non officiels. Au dos, dans cette même police générique qui avait hanté mes cauchemars pendant des mois, était un message qui me faisait trembler les mains. Vous avez gagné le match, mais le tableau est toujours ouvert. J'ai regardé cette photo pendant longtemps, en sentant que la glace glacée fraîche familière redoutait dans ma poitrine. Quelqu'un savait où nous vivions. Quelqu'un nous avait regardés, documentant notre nouvelle vie avec la même précision méthodique qui avait presque détruit notre ancien. Je me suis rendu directement au poste de police local et j'ai remis la photo, expliquant toute l'histoire folle à un shérif qui semblait qu'il préférait avoir affaire à des touristes ivres et à des violations de stationnement. Il a pris des notes, a déposé un rapport et a promis d'augmenter les patrouilles dans notre région. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il pensait que ce n'était probablement qu'un drame d'expulsion qui soufflerait. Cette nuit-là, j'ai brûlé les limites de notre cheminée et j'ai tenu Mika un peu plus serré lors de notre routine d'histoire au coucher. Il n'a pas demandé pourquoi j'ai continué à vérifier les fenêtres ou pourquoi j'avais soudainement décidé que nous avions besoin de meilleurs rideaux. Et j'étais reconnaissant pour sa capacité de 8 ans à m'adapter à l'étrangeté occasionnelle de son père sans poser trop de questions. Parce que voici ce que j'avais appris sur les monstres. Ils ne s'annoncent pas toujours avec de la musique dramatique et des plans mauvais évidents. Parfois, ils sourient avec des visages familiers et partagent votre nom de famille. Parfois, ils se cachent derrière des documents juridiques et des dîners familiaux en souci de votre bien-être. Et parfois, ils sont assez patients pour attendre que vous pensiez que vous êtes en sécurité avant de vous rappeler que le jeu n'est jamais vraiment terminé. Mais tu sais quoi? J'étais prêt pour eux cette fois. Laissez-les venir. Entendu des variantes de ce discours, généralement suivies de suggestions de thérapie ou de congé. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou de conversations forcées et d'observations de plus en plus paranoïaques. Au moment où nous nous sommes enfin dit au revoir, avec la traditionnelle série de bises et de promesses de recommencer bientôt, j'avais l'impression d'avoir franchi un parcours du combattant psychologique. Sur le chemin du retour, Belle a bavardé du nouveau régime de sa mère et du golf de son père, mais je l'ai à peine entendu. Je ne pensais qu'à ce SMS et au sentiment que ma vie venait de basculer. Une chose était sûre, j'ai bien regardé derrière ces photos de famille en rentrant, car apparemment, le dîner du dimanche est devenu bien plus intéressant. Vous savez ce qu'on dit sur la curiosité et les chats? Ouais. Eh bien, parfois, le chat en a plus que prévu ce soir-là, après que Belle ait suivi sa routine habituelle du coucher. Une crème pour le visage plus chère que la mensualité de la voiture, un brossage de dents qui ressemblait à du grattage de joints et suffisamment de gonflage d'oreillers pour faire des siennes. Une femme de ménage d'hôtel, jalouse. J'ai enfin eu l'occasion de jouer les détectives. Bonne nuit, ma belle, marmonnait-elle dans son oreiller, déjà à moitié endormie par le vin et ce que Margot avait glissé dans la conversation toute la soirée. En moins de 10 minutes, elle ronflait comme un train de marchandises avec des problèmes de sinus. J'ai attendu 20 minutes de plus, juste pour être sûr. Belle était bien plus que ça, belle, névrosée, possessive, mais elle dormait aussi profondément une fois endormie. Une fanfare pouvait défiler dans notre chambre, et elle se retournait pour me demander de baisser le volume dans ses rêves. Le salon paraissait différent dans l'obscurité. Chaque ombre semblait suspecte. Chaque craquement du parquet résonnait comme un jugement. J'ai attrapé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai commencé là où ce mystérieux message m'avait suggéré, derrière les photos de famille sur l'étagère du haut. Nous avions là-haut la collection habituelle de souvenirs. Notre photo de mariage où Belle ressemblait à une princesse et où j'avais l'air d'être menacé d'une arme. Quelques photos de vacances de ce voyage désastreux à Cabo, où il a plu pendant 6 jours d'affilée. Et quelques portraits de famille où tout le monde souriait un peu trop fort pour être naturel. J'ai passé la main derrière le plus grand cadre, celui de toute la famille de Belle au dîner de Noël de l'année dernière. Mes doigts ont trouvé quelque chose qui n'avait absolument pas sa place. Quelque chose de petit,
rectangulaire, et certainement pas assez poussiéreux pour y être resté longtemps. Eh bien, tant pis, ai-je murmuré en sortant ce qui ressemblait à un minuscule rectangle noir avec un objectif. Une caméra, une sacrée caméra cachée, pointée droit sur notre canapé, où je passais la plupart de mes soirées à regarder Netflix et à me plaindre de ma journée. Mes mains se sont mises à trembler comme si j'avais bu un expresso. Depuis combien de temps cette chose était-elle là? Que avait-elle enregistré? Y avait-il du son? Quelqu'un me regardait-il en ce moment, s'amusant de mes courses nocturnes et de mon habitude de répondre à des documentaires sur des faits divers? Mais ce n'était que le début de ma soirée amusante. J'ai trouvé 2 autres caméras. L'une cachée derrière une photo de l'équipe de baseball de Mika, et l'autre nichée dans ce que j'avais toujours cru être une composition florale décorative. Il s'avère que celle de Margot le cadeau de rose en soi était bien plus high-tech que je ne le pensais. Chaque caméra était plus petite qu'une boîte d'allumettes, mais suffisamment sophistiquée pour me faire me demander combien cette petite opération de surveillance avait bien pu coûter. Il ne s'agissait pas de produits d'Amazon. C'était du matériel d'espionnage professionnel, le genre qui nécessitait probablement un manuel plus épais qu'un roman de Stephen King. J'ai rassemblé les 3 caméras et me suis assis sur le canapé, ce même canapé qui avait apparemment été la vedette de sa propre émission de télé-réalité à mon insu. Une partie de moi avait envie de les fracasser à coups de marteau, mais j'avais encore assez de bon sens pour réaliser que j'en aurais peut-être besoin comme preuve. Preuve de quoi exactement? Je n'en étais pas encore sûr. Mais mon instinct me disait que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. C'est alors que je me suis souvenu du bureau de Belle. Or, ma femme avait toujours été très protectrice de son espace de travail. Elle prétendait avoir besoin d'une intimité absolue pour ses consultations marketing en freelance, ce qui signifiait qu'elle passait 3 heures par jour en visioconférence à expliquer aux petites entreprises comment rendre leurs publications Instagram plus attrayantes. La porte était toujours verrouillée, et elle gardait la clé comme si elle contenait une bombe atomique. Code. Mais ce soir, l'intimité était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Heureusement que j'avais appris à crocheter des serrures à la fac. Une compétence qui n'avait impressionné aucune femme, mais qui allait apparemment me sauver la raison ce soir. Après 5 minutes de manœuvre délicate avec un trombone et une épingle à cheveux que j'avais volée dans la coiffeuse de Belle, j'ai entendu ce doux déclic de victoire. Son bureau était exactement ce qu'on attendrait de quelqu'un dont la décision la plus importante dans la vie était de choisir entre du lait d'avoine et du lait d'amande pour son café du matin. Des posters de motivation pour vivre pleinement sa vie. Assez de plantes grasses pour une serre et un bureau qui semblait avoir été organisé par quelqu'un qui avait de sérieux problèmes de contrôle. Mais son ordinateur, c'est là que les choses sont devenues intéressantes. J'ai allumé son ordinateur portable, reconnaissant qu'elle n'ait jamais été paranoïaque au point de changer son mot de passe depuis notre anniversaire. Le bureau avait l'air normal, mais j'ai commencé à fouiller dans les dossiers comme un homme possédé. Et c'est là que je l'ai trouvé. Enfoui 3 dossiers au fond d'un répertoire intitulé « Projet de travail 2024 ». Un dossier nommé « Clip-JW ». JW Jason Williams. Mes initiales. Mon cœur s'est mis à bégayer bizarrement, comme s'il hésitait entre s'arrêter de battre ou exploser. Dans ce dossier se trouvaient des dizaines de fichiers vidéo, tous horodatés au cours des 3 derniers mois. Les noms des fichiers ressemblaient à un profil psychologique rédigé par quelqu'un qui avait une rancune profonde et beaucoup de temps libre. Cuisine dispute JW092724.mpp4. Je me souvenais de ce jour-là. J'étais furieux à cause de la facture d'électricité. Garage-bas un appel JW103224.mpp4. Le jour où j'avais appelé mon pote Mike pour me plaindre de la famille de Belle. Humeur changement JW101524.mpp4. Celle-ci était juste moi en train de me frotter les yeux après une longue journée de travail, mais le titre donnait l'impression que je faisais une sorte de dépression nerveuse. Il y en avait des dizaines d'autres, chacun catalogué comme une preuve dans une affaire criminelle. Quelqu'un m'avait observé, enregistré et apparemment construit une sorte de récit sur mon état mental et mes comportements. Les horodatages montraient qu'il travaillait là-dessus depuis des mois, peut-être plus. J'ai commencé à tout copier sur une clé USB trouvée dans le tiroir de son bureau. Pendant le transfert des fichiers, j'ai cliqué sur l'une des vidéos, celle intitulée « Changement-bas des humeurs ». J'étais assis à la table de la cuisine, l'air fatigué, me massant les tempes. Rien de dramatique, rien de fou, juste un type aux prises avec un mal de tête après une longue journée. Mais en la regardant, j'avais l'impression de me voir à travers un miroir déformant.
Quelqu'un avait pris un moment tout à fait normal et l'avait catalogué comme une preuve d'instabilité, comme s'il construisait un dossier contre moi, un instant banal à la fois. Le transfert de fichiers terminé, j'ai tout fermé, veillant à effacer l'historique du navigateur et à effacer toute trace de mon passage. Alors que je verrouillais la porte du bureau derrière moi et que je retournais furtivement dans notre chambre, une pensée me trottait dans la tête. Ce n'était pas juste de la surveillance. C'était une préparation. La question était, une préparation pourquoi? Je me suis glissé dans le lit à côté de Belle, qui ronflait toujours comme une scie circulaire avec des problèmes de rythme. Elle avait l'air paisible, innocente. Même son visage s'était détendu dans le sommeil. Mais maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander, n'était-elle qu'un pion dans le jeu de sa famille, ou était-ce elle qui menait la danse? Quoi qu'il en soit, j'avais la clé USB cachée dans mon tiroir à chaussettes, et demain, j'allais découvrir dans quel pétrin je m'étais fourré. Car une chose était sûre, je ne serais plus la star involontaire d'une émission de télé-réalité. Le ramassage du mardi après-midi à l'école élémentaire Lincoln était généralement le moment fort de ma journée. Vous savez, ce moment où vous voyez le visage de votre enfant s'illuminer parce que son père est arrivé au lieu de rester coincé dans une autre conférence téléphonique sur des projections trimestrielles dont personne ne se soucie vraiment. Mais aujourd'hui, quelque chose a semblé bizarre dès que Mika est monté à l'arrière. Mon fils de 8 ans était d'habitude un moulin à paroles. Le genre d'enfant capable de transformer un trajet de 5 minutes en voiture en un documentaire sur tout, depuis pourquoi les chiens ne peuvent pas manger de chocolat jusqu'à sa théorie selon laquelle son institutrice, Madame Patterson, pourrait bien être un robot. Mais ce jour-là, il était plus silencieux qu'une souris d'église. Avec une laryngite. « Salut mon pote », dis-je en ajustant le rétroviseur pour mieux le voir. « Comment c'était l'école ? Tommy a apporté ses cartes Pokémon dont il se vantait ? » Ça allait, marmonna-t-il en regardant par la fenêtre comme si le paysage suburbain de notre quartier contenait les secrets de l'univers. C'était tout. Pas d'histoire compliquée de drame de récréation ni de plainte concernant les pizzas de la cantine. Juste bien. Premier signal d'alarme. On était à mi-chemin de la maison quand je le remarquai en train de tripoter son sac à dos. Pas comme d'habitude. C'était de la nervosité, comme s'il transportait quelque chose qu'il n'était pas censé avoir. Peut-être des bonbons de contrebande de la cantine de son pote, ou un de ces stupides jouets en cime que tous les parents font semblant de détester mais trouvent secrètement cool. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac, mon petit ?» demandai-je d'un ton décontracté. « Nouveau devoir ? Dis-moi que Madame Patterson ne te fait pas construire un autre volcan. Je trouve encore du bicarbonate de soude à des endroits bizarres depuis la dernière fois. » Cela lui a valu un petit sourire, mais il a vite détourné le regard. Juste des trucs. Deuxième signal d'alarme. De retour à la maison, Mika a disparu à l'étage plus vite que promis par un politicien en période électorale. Je l'entendais dans sa chambre, s'agitant comme s'il nettoyait ou cachait quelque chose. Comme pour mon fils, le ménage consistait généralement à tout fourrer sous son lit et à s'arrêter là, je pariais sur la dissimulation. Je lui ai donné 20 minutes avant de frapper à sa porte. « Dis donc, Mika, tu as faim ? Je pensais à faire ces sandwichs au fromage grillé que tu aimes. Ceux avec ce fromage raffiné qui coûte plus cher que mes manuels scolaires. » « Pas faim ?» a-t-il répondu d'une voix étouffée. J'étais maintenant officiellement inquiète. Mika refusait un sandwich au fromage grillé, c'était comme si je refusais une bière fraîche après avoir eu affaire à la famille de Belle. Ça ne s'est pas produit naturellement. J'ai poussé la porte doucement. Il était assis sur son lit, son sac à dos à côté de lui, l'air de se débattre avec le genre de problème qui ne devrait pas exister dans le monde d'un enfant de 8 ans. Ses cheveux blonds se dressaient comme lorsqu'il les avait démêlés. Et ses yeux habituellement brillants semblaient fatigués. « Mika, qu'est-ce qui se passe ? Tu agis comme si tu portais tout le poids du monde sur tes épaules. Et la dernière fois que j'ai vérifié, c'était censé être mon boulot. » Il m'a regardé avec ses grands yeux marrons, ceux qu'il avait hérités de Belle, et j'ai vu qu'il se débattait. Finalement, il a fouillé dans son sac à dos et en a sorti un morceau de papier plié. « Quelqu'un a mis ça dans mon sac à dos ?» a-t-il dit doucement en me le tendant comme s'il allait exploser. Mes mains étaient plus fermes qu'elles ne le devraient tandis que je dépliais le papier. Le message était tapé à la machine, pas manuscrit, dans une police qui semblait provenir de n'importe quel ordinateur générique d'Amérique. Fais attention. Ils utilisent ton garçon. L'air dans la pièce m'a soudain semblé plus lourd que du beurre de cacahuète. J'ai regardé le mot, le lisant 3 fois avant que les mots ne pénètrent vraiment.
Quelqu'un, celui-là même qui m'envoyait des SMS d'avertissement et qui semblait être au courant pour les caméras chez moi, s'était suffisamment approché de mon fils pour lui glisser un message. « Mika » ai-je dit en luttant pour garder mon calme. « Quand as-tu trouvé ça ?»« Pendant le déjeuner » a-t-il dit. C'était juste là, dans mon sac à dos, quand je suis allé chercher mon sandwich. Il avait l'air effrayé, et cela a fait naître en moi une sorte de sentiment primitif et protecteur. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui m'utilise pourquoi ?» Je me suis assise sur son lit et je l'ai serré contre moi, essayant de trouver. Comment lui expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? Comment dire à son enfant que ses grands-parents jouent peut-être à un jeu tordu où il n'est qu'un pion? Je ne sais pas encore, mon pote, ai-je dit, pour être honnête, mais j'ai une question à te poser, et je veux que tu me dises la vérité, d'accord? Est-ce que grand-mère Margot ou grand-père Stanley t'a dit quelque chose de bizarre récemment? T'a-t-il posé des questions sur moi ou sur maman? Mika a tremblé, mal à l'aise. Et je pouvais presque voir la bataille intérieure se jouer sur son visage. Loyauté enfantine contre vérité. C'est une de ces positions impossibles que les enfants ne devraient pas avoir à gérer. Enfin, dit-il lentement. Grand-mère a effectivement dit quelque chose d'assez étrange le week-end dernier quand maman m'a emmené déjeuner. Mon cœur s'est remis à bégayer. Qu'a-t-elle dit? Elle m'a demandé si tu t'étais déjà mis en colère à la maison, une colère effrayante. Il m'a regardé, l'inquiétude lui sur tout le visage. Je lui ai dit non, parce que ce n'est pas le cas. Mais ensuite elle a dit, si jamais tu as fait quelque chose qui me mette en danger, je devrais le lui dire tout de suite. La rage qui m'a traversé était brûlante et immédiate. Ils entraînaient mon fils, semaient des graines, le préparaient à être leur témoin principal dans le spectacle tordu qu'ils préparaient. Qu'a-t-elle dit d'autre, Mika? Il est resté silencieux un long moment, puis a détourné le regard. Elle a dit, si jamais maman et toi, si jamais vous divorciez, elle s'assurerait que je reste avec elle et grand-père, pour que je n'ai pas à vivre avec toi si je ne le voulais pas, et voilà, le but était atteint. Il ne cherchait pas seulement à me faire paraître instable. Il se positionnait pour obtenir la garde de mon fils. Margot et Stanley, avec leur maison parfaite, leur réputation irréprochable et leur capacité de manipulation apparemment illimitée, projetaient de me voler mon enfant. Papa. La voix de Mika était faible. Maman et toi, vous divorcez? Je l'ai serré contre moi, respirant cette odeur d'enfant, de terre de cour de récréation et de jus de raisin. Je ne sais pas, mon pote, mais je veux que tu saches quelque chose, d'accord? Quoi qu'il arrive, quoi qu'on te dise, je ne cesserai jamais de me battre pour être ton père. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Et rien, absolument rien, ne changera ça. Ce soir-là, une fois Mika endormie et belle sous la douche, je me suis installé dans ma voiture dans l'allée et j'ai passé le coup de fil le plus important de ma vie. J'avais obtenu le numéro d'un collègue dont le divorce difficile lui avait appris bien plus de choses sur le droit de la famille que quiconque ne devrait en savoir. Roe, droit de la famille. Ici Jazel Roe. Madame Roe, je m'appelle Jason Williams, et je pense que mes beaux-parents essaient de me voler mon fils. Il y a eu un silence. Puis, Monsieur Williams, quand pouvez-vous venir à mon bureau et apporter les preuves dont vous disposez? 2 heures plus tard, j'étais assis en face d'une femme qui semblait capable de fixer une tornade du regard et de lui demander de faire moins de bruit. Jazel Roe était exactement ce qu'il me fallait. Perspicace, pragmatique, et apparemment peu impressionnée par des beaux-parents riches qui pensaient pouvoir s'acheter tout ce qu'ils voulaient. Elle a regardé les vidéos que j'avais copiées sur l'ordinateur de Belle, lu le mot glissé à Mika et écouté mon histoire sans une seule fois avoir l'air de me prendre pour une folle. Monsieur Williams, dit-elle finalement, vous n'êtes pas paranoïaque. Vous êtes attaqué, et nous allons mettre fin à cette affaire avant que ça n'aille plus loin. En moins de 72 heures, nous avons reçu une ordonnance d'interdiction de contact. Margot et Stanley avaient légalement interdiction d'être seuls avec Mika, de le contacter à l'école et de discuter de la garde de leurs enfants. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais j'aurais dû me douter qu'ils ne se laisseraient pas faire sans se battre. Vous savez ce qu'on dit sur le fait de taquiner un ours endormi? Eh bien, il s'avère que lorsqu'on inflige une ordonnance d'interdiction de contact à une maniaque du contrôle comme Margot, on ne se contente pas de réveiller l'ours, on lui inflige un diplôme de droit et une rancune profonde. J'aurais dû voir les représailles venir, mais honnêtement, je pensais que même eux avaient leurs limites. Ça montre que je sais sous-estimer les gens qui prennent les dîners du dimanche pour des séances de planification stratégique.
C'était jeudi matin et j'étais en retard au travail parce que Mika avait décidé que c'était le jour idéal pour vivre une crise existentielle, à savoir si ses chaussettes étaient assorties. Tu sais comment sont les enfants. Ils portent le même t-shirt Superman pendant 3 jours d'affilée, mais se transforment soudain en critique de mode dès que tu essaies de sortir. Papa, cette chaussette est vraiment plus bleue que celle-ci, annonça-t-il en brandissant 2 chaussettes identiques à mes yeux de daltonien. Mon pote, elles sont toutes les 2 bleu marine, du même paquet que j'ai acheté hier, dis-je en attrapant mes clés et en essayant de ne pas penser que c'était le genre de moment parental normal que Margot et Stanley essayaient de me voler. Nous avons finalement réussi à atteindre l'allée où ma fidèle Honda Civic m'attendait. Rien de spécial, mais elle me permettait d'aller au travail et d'en revenir sans avoir à contracter un deuxième prêt immobilier. Du moins, c'était généralement le cas. Aujourd'hui, ma voiture avait l'air d'avoir servi de toile à un street art complètement déjanté. Coward était tagué sur la portière côté conducteur en lettres blanches, comme si elles avaient été peintes par quelqu'un en pleine crise d'épilepsie. Fric était décoré sur le capot de la même écriture tremblante. Et sur la lunette arrière, en lettres assez grandes pour être vues de l'espace. Inapte. Papa. La voix de Mika était faible derrière moi. Pourquoi quelqu'un avait-il écrit des choses méchantes sur notre voiture? Je me suis retourné et mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Mon fils se tenait là, son sac à dos pendu à une épaule, ses chaussettes bleu marine parfaitement assorties dépassant de ses baskets, fixant la voiture vandalisée de son père comme si c'était la preuve que ces choses méchantes étaient peut-être vraies. C'était exactement ce qu'il voulait. Il voulait que Mika me voie comme une cible, comme quelqu'un qui attirait les ennuis et les drames. Il voulait qu'il soit effrayé et confus, et qu'il recherche la stabilité. Une stabilité que grand-mère et grand-père seraient heureux de lui apporter. Tu sais quoi, mon garçon, ai-je dit en m'agenouillant à sa hauteur. Parfois. Quand on souffre intérieurement, on fait des choses méchantes pour faire souffrir les autres aussi. Ça ne justifie pas la situation, mais ça veut dire que c'est eux qui ont le problème, pas nous. Et s'ils avaient raison? Il a murmuré. Et si tu étais un mauvais père? Et voilà. Le poison qu'ils avaient instillé dans son cerveau de 8 ans, remontait enfin à la surface. Je l'ai pris dans mes bras, une étreinte qui a probablement duré plus longtemps que ce qui était socialement acceptable pour un jeudi matin de banlieue. Mika, regarde-moi, ai-je dit en tenant son visage entre mes mains. La seule personne qui peut décider si je suis un bon père, c'est toi. Est-ce que je te fais sentir en sécurité? Il a hoché la tête. Est-ce que je t'aide à faire tes devoirs et te fais te brosser les dents même quand tu n'en as pas envie? Un autre hochement de tête, accompagné d'un petit sourire. Est-ce que je t'aime plus que tout au monde? Oui, a-t-il dit. Et son sourire s'est élargi. Alors je suis exactement le père que je suis censé être. Certains adultes sont vraiment incapables de gérer leurs émotions et ils s'en prennent à des gens comme nous. Mais nous sommes plus résistants qu'une bombe de peinture, non? J'ai appelé mon patron pour lui dire que je serais en retard à cause d'une urgence familiale liée à du vandalisme, ce qui paraît bien plus dramatique qu'il ne l'était en réalité, mais m'a permis de passer la matinée sans me poser de questions. Après avoir déposé Mika à l'école, bien embrassé et rassuré, je suis rentré à la maison pour documenter les dégâts. Heureusement que j'avais eu la prévoyance d'installer une caméra de surveillance au-dessus de notre garage 2 jours plus tôt. Appelez ça de la paranoïa, appelez ça de la préparation, mais quelque chose me disait que remettre des documents juridiques à des gens qui pensaient que la surveillance était un passe-temps familial pourrait susciter des réactions négatives. Ce soir-là, alors que Mika dormait et que Belle effectuait sa routine de soins du soir, qui impliquait probablement plus de produits chimiques qu'un laboratoire de sciences, je me suis installé devant mon ordinateur portable pour visionner les images. J'ai accéléré pendant des heures sans rien, juste notre paisible rue de banlieue qui faisait son petit bruit de banlieue. Puis, à 2h47, une silhouette est apparue dans le cadre. Quelqu'un n'ensouhaite à capuche sombre, agissant avec une détermination qui criait « Je suis décidément en train de faire un mauvais coup ». Il tenait une bombe de peinture dans une main et ce qui ressemblait à un morceau de papier dans l'autre, l'utilisant probablement comme pochoir pour s'assurer que leur message ne soit lisible. Le personnage agissait rapidement, efficacement, comme s'ils avaient tout planifié. Sans hésitation, sans regarder nerveusement autour de lui. Ce n'était pas un acte de rébellion adolescente aléatoire ni une erreur d'identité. C'était personnel, calculé et terriblement méchant. Mais voilà le problème avec les caméras de sécurité, elles voient tout, même quand on se croit malin. Alors que le vandale terminait son chef-d'œuvre artistique et s'éloignait, ils ont relevé leur capot une seconde pour vérifier leur travail.
Et elle était là, claire comme le jour sous le lampadaire. Margot, ma propre belle-mère, habillée comme une sorte de ninja de banlieue, taguait des slogans haineux sur ma voiture pendant que ma famille dormait à l'intérieur. La femme qui avait passé 8 ans à dire à tout le monde que j'étais un merveilleux membre de la famille, qui avait prononcé des discours à notre mariage sur l'amour et l'acceptation, venait de commettre un crime pour me faire passer pour quelqu'un d'instable. L'ironie était si flagrante qu'elle aurait pu être tranchante. J'ai sauvegardé les images sur 3 disques durs différents et j'en ai envoyé des copies par email à Jaselle Rowe avant même de prendre mon café du matin. À 9 h, elle était au téléphone avec la greffière. À midi, les images faisaient partie de notre dossier officiel, mais le vandalisme n'était que le début de ce qui allait devenir une véritable attaque contre ma santé mentale. Belle se comportait de plus en plus bizarrement chaque jour, posant des questions qui ressemblaient plus à des interrogatoires qu'à des conversations. « Comment s'est passée ta séance de thérapie cette semaine ?» demandait-elle au dîner, même si je n'étais pas en thérapie. « As-tu pensé à prendre tes médicaments ?» demandait-elle devant Mika. Même si le seul médicament que je prenais était un Advil occasionnel pour les maux de tête. « Tu as l'air vraiment stressé ces derniers temps. Tu devrais peut-être parler à quelqu'un, me suggérait-elle, généralement juste après que j'ai exprimé une émotion humaine normale, comme la frustration ou la fatigue. C'était comme si elle lisait un texte intitulé « Comment faire passer son mari pour un fou devant son enfant ». Chaque conversation me semblait un piège. Chaque question était tendancieuse, et chaque jour, je la voyais devenir plus nerveuse, non pas à cause de ce que sa famille me faisait subir, mais à cause de ce que je pourrais lui rendre. Le pire, c'était de la voir lutter contre ça. Je la surprenais parfois à me regarder avec une expression mi-peur, mi-culpabilité, comme si elle savait exactement ce qui se passait, mais qu'elle ne savait pas comment l'arrêter, ou peut-être qu'elle ne voulait pas l'arrêter. À ce stade, honnêtement, je ne voyais plus la différence. Un soir, après qu'elle eut dîné devant Mika pour la 3e fois de la semaine, je l'ai coincée dans notre chambre. « Réalel, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi me parles-tu comme si j'étais une bombe à retardement ?» Elle détourna le regard, tripotant son alliance. Comme elle l'a fait quand elle était sur le point de mentir. « Je m'inquiète juste pour toi. Tu as été tellement intense ces derniers temps. » Intense. Ma voiture a été vandalisée par ta mère. Ta famille m'espionne depuis des mois et essaie de convaincre notre fils que je suis dangereuse. Oui, je suis un peu intense, mais ça ne me rend pas folle. Peut-être que si je ne sais pas, tu t'excusais auprès de mes parents. Tu essayais d'arranger les choses. Et voilà. Elle voulait que je me retourne et que je fasse comme si les caméras, la manipulation et la bombe de peinture n'étaient qu'un gros malentendu. Elle voulait que je redevienne le gendre commode qui souriait et hochait la tête et laissait sa famille le traiter comme un personnage secondaire dans son propre drame personnel. Mais voilà le truc quand on se bat pour son enfant, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Ni quand on a raison, ni quand ils ont tort, et surtout pas quand ils sont assez stupides pour commettre des crimes devant les caméras. La guerre ne faisait que commencer à F. Tu sais ce qu'on dit sur la vengeance. Un plat qui se mange. Froid ? Eh bien, j'allais servir un menu 5 services qui reposait dans mon réfrigérateur mental depuis des semaines. Parfois, la meilleure façon de gérer les gens qui croient jouer aux échecs pendant que vous jouez aux dames, c'est de retourner tous les chiquiers et de leur montrer que vous jouez au poker depuis tout ce temps. L'idée m'est venue un mardi soir, alors que j'aidais Mika à faire ses devoirs de maths et que j'écoutais Belle au téléphone avec sa mère, discutant des récents comportements de Jason comme si j'étais une sorte de sujet de laboratoire. C'est là que j'ai compris. S'ils voulaient m'étudier, me documenter et m'analyser, alors, bon sang, j'allais leur donner quelque chose qui valait la peine d'être analysé. Chérie, ai-je dit à Belle après qu'elle ait raccroché, de cette voix douce que je réservais au moment où j'allais suggérer quelque chose qui semblait raisonnable, mais qui était en fait complètement fou. Je me suis dit, tu as peut-être raison à propos d'essayer d'arranger les choses avec ta famille. L'expression de soulagement qui a traversé son visage a presque suffi à me faire culpabiliser. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu d'eux. La peinture en bombe, les caméras, ma fille de 8 ans qui me demandait si j'étais un mauvais père, et la culpabilité s'est envolée plus vite que la bière à une fête universitaire. Sérieusement, elle a dit comme si je venais de lui dire que j'avais trouvé le remède contre le cancer dans notre garage. Tu es sérieux ? Absolument. D'ailleurs, pourquoi n'inviterions-nous pas tout le monde à dîner ce week-end ? C'est à moi de jouer. Je cuisinerai. Je ferai le ménage. Je servirai même du bon vin.
J'ai marqué une pause pour faire effet. C'est l'anniversaire de ton père la semaine prochaine, non? On pourrait fêter ça. Belle a pratiquement sauté du canapé. Oh mon Dieu, Jason. Oui, maman va être tellement contente. Et papa se sent vraiment mal à cause de tout ce malentendu. Malentendu, non? Parce qu'enregistrer secrètement son gendre et essayer de manipuler son petit-fils n'est qu'un simple malentendu. Mais j'ai souri et hoché la tête comme le mari bienveillant que je prétendais être. Super. On se voit samedi soir. Dis-leur qu'il est 19h et que je prépare quelque chose de spécial. Oh, je préparais quelque chose de spécial. D'accord. Les 3 jours suivants ont été une véritable leçon de préparation. J'ai appelé mon pote Jonah, qui dirigeait une petite entreprise de technologie et qui me devait une faveur depuis que je l'avais aidé à déménager tout son bureau pendant son divorce. Jonah était le genre de personne capable de rendre votre grille-pain intelligent si vous lui accordiez suffisamment de temps et de café. Bon, je vais être clair, a dit Jonah quand je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. Tu veux que j'équipe ta salle à manger d'un système de projection sans fil et d'enceinte cachée, le tout contrôlé par ton téléphone, pour que tu puisses surprendre tes beaux-parents pendant le dîner? C'est exactement ce que je veux. Tu crois pouvoir le faire sans qu'ils s'en rendent compte? Mon frère, j'ai installé un système home cinéma complet pendant que mon ex-femme était à son club de lecture. C'est un jeu d'enfant. Mais tu en es sûr? Parce qu'une fois qu'on appuie sur ce bouton, on ne peut plus revenir en arrière. Jonah, ça fait des mois qu'il m'enregistre. La revanche est de mise. Samedi est arrivé avec toute la fanfare d'une marche funèbre. J'ai passé la journée à cuisiner comme si ma vie en dépendait. Agneau en croûte d'herbe, légumes rôtis, pain maison, mousse au chocolat qui a mis 3 heures à prendre. Si c'était mon dernier dîner avec la famille de Belle, j'allais le rendre mémorable pour les bonnes raisons avant de le rendre mémorable pour les mauvaises. Mika m'aida à mettre la table en discutant de son prochain projet scolaire sur les volcans. Il ignorait totalement que son père s'apprêtait à créer une explosion qui ferait passer le mont Vuvius pour un engin de fête. Belle voltait dans la maison comme un papillon nerveux, changeant de tenue 3 fois et vérifiant son maquillage toutes les 5 minutes. « Tu as l'air vraiment calme », dit-elle en scrutant mon visage comme si elle cherchait des failles dans ma façade. « Tu es sûr que ça te va ? » ?»« Jamais mieux, dis-je. Et je le pensais vraiment. Il y a quelque chose de libérateur à avoir enfin un plan, surtout quand ce plan implique d'humilier publiquement des gens qui ont passé des mois à essayer de vous humilier en privé. Ils arrivèrent à 19h précise, car la ponctualité était apparemment la seule vertu partagée par toute la famille. Margot fit irruption, portant suffisamment de bijoux pour déclencher un détecteur de métaux. Stanley suivit dans son uniforme de patriarche, pantalon kaki et polo. Darren et Hila fermaient la marche, l'air de préférer être n'importe où ailleurs sur Terre. « Jason », s'exclama Margot. « Il m'embrasse comme si nous étions de vieux amis plutôt que des ennemis mortels. La maison sent divinement bon. Tu t'es vraiment surpassé. » « Enfin, tu me connais, » dis-je en acceptant sa fausse étreinte avec un sourire qui semblait probablement plus prédateur qu'amical. J'aime me donner à fond pour les grandes occasions. Les conversations du dîner coulaient comme de la mélasse mêlée à de l'arsenic. Stanley nous régalait d'anecdotes sur son parcours de golf. Darren parla de ses derniers exploits en crossfit et Margot n'arrêtait pas de faire des remarques acerbes sur mon air détendu et normal ce soir. Si seulement il savait ce qui allait arriver. La nourriture était vraiment fantastique, ce qui était agaçant, car j'espérais qu'ils seraient trop méfiants pour manger beaucoup. Mais ils ont vidé leurs assiettes comme s'ils n'avaient rien mangé depuis des semaines. Sans doute parce qu'ils étaient tellement soulagés que je ne sois pas instable pour une fois. On finissait juste la mousse au chocolat quand j'ai décidé que c'était l'heure du spectacle. Avant de prendre un café, ai-je dit en me levant et en sortant mon téléphone. J'ai pensé que ce serait sympa de partager quelques souvenirs de famille. Tu sais, célébrer à quel point on est devenu proche au fil des ans. Oh, ça a l'air délicieux, a dit Margot en joignant les mains comme si elle allait assister à un miracle. J'ai préparé une petite présentation vidéo, j'ai continué à utiliser l'application que Jonah avait programmée pour moi, quelque chose que vous trouverez tous très éclairant, je pense. Les lumières se sont tamisées automatiquement. Que Dieu bénisse Jonah et son souci du détail, et l'écran du projecteur est descendu du plafond comme le rideau d'un spectacle de Broadway. Sauf que ce n'était pas Katz ou Hamilton. Ça devait plutôt ressembler à un documentaire sur les pires personnes d'Amérique. La première vidéo a commencé. Belle, parfaitement claire sur notre grand écran, assise dans ce qui
Semblait être la cuisine de Margot, disait, je te jure, maman. Parfois, j'ai l'impression que c'est une bombe à retardement. On ne sait jamais ce qui va le faire exploser. La pièce est devenue si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler dans le comté voisin. La deuxième vidéo a tourné. La voix de Margot murmurant à Stanley dans leur salon. Encore quelques vidéos mises en scène et il craquera complètement. On aura alors tout ce qu'il faut pour l'audience de garde. Stanley a essayé de l'interrompre, mais la troisième vidéo le diffusait déjà. Clair comme le jour, disant, une fois qu'on aura la garde complète de Micah, on pourra commencer à chercher quelqu'un de mieux pour Belle, quelqu'un de plus gérable. Darren s'est précipité vers le mur, essayant probablement de trouver l'interrupteur, mais Jonah avait tout branché sur un circuit séparé. Impossible d'échapper à cette projection, les amis. La dernière vidéo était ma préférée. Margot, en pleine couleur HD, peignait ma voiture à la bombe à 2h47 du matin, telle une artiste de rue gériatrique souffrant de problèmes de gestion de la colère. Quand les lumières se sont rallumées, on aurait pu entendre un criquet éternuer. 6 visages me fixaient, avec des expressions allant du choc à l'horreur, jusqu'à ce que je ne pouvais décrire que comme un « oh, on s'est fait prendre ». J'ai regardé autour de la table, savourant l'instant comme un bon vin. Alors, ai-je dit en me rasseyant sur ma chaise. C'est à ça que ressemble la famille pour toi. Le silence s'est prolongé pendant ce qui m'a semblé une éternité avant que Stanley ne retrouve enfin la voix. Jason, tu dois comprendre. Oh, je comprends parfaitement, les jeux interrompus. Je comprends que tu m'enregistres depuis des mois. Je comprends que tu entraînes mon fils à me trahir. Je comprends que tu me trouves tellement stupide que je ne comprendrai pas ton petit jeu. Le visage de Margot était devenu blanc comme neige. On était juste. On était inquiet de quoi? Du fait que je ne sois pas assez commode pour ta fille? À propos du fait que j'ai vraiment des opinions et des limites? Je me suis relevé, me sentant grand de 2,40 mètres et à l'abri des balles. Eh bien, félicitations. Vous vouliez voir de quoi je suis vraiment capable quand je suis acculé. Considérez ceci comme votre place au premier rang. La soirée s'est terminée avec des portes qui claquent, des crissements de pneus et des menaces contre les avocats qui occuperaient probablement le système judiciaire pendant des mois. Mais vous savez quoi? Chaque seconde en valait la peine. Vous connaissez ce sentiment quand on se réveille en pensant faire un cauchemar, et qu'ensuite on réalise, yo, Belle qui monopolise les couvertures, le réveil qui se moque de moi avec ses bips joyeux. Peut-être un chat endormi sur mon visage si on en avait vraiment un. Au lieu de ça, j'ai trouvé une photo juste là, sur mon oreiller, à côté de ma tête, comme si une petite souris démente avait décidé de troquer les cauchemars contre des mères. La photo était de moi dormant à cet endroit précis, probablement prise du pied de notre lit, vu l'angle. J'avais l'air paisible, innocent même, ce qui était ironique étant donné que je jouais apparemment dans un documentaire non autorisé sur la façon de terroriser son gendre. Je me suis redressé si vite que j'ai dû me faire un coup du lapin, serrant la photo comme si elle allait me mordre. Mon cœur faisait ce truc qui essaie de s'échapper par la gorge. Et je sentais la sueur perler à des endroits que je ne soupçonnais pas. Au dos, dans cette même police d'écriture générique qui devenait la signature de mon harceleur personnel, il y avait un message qui me glaçait le sang. Tu ne sais toujours pas de quoi on est capable. Eh bien, c'était terriblement inquiétant. J'ai regardé autour de moi dans notre chambre comme si je la voyais pour la première fois. Quelqu'un était entré pendant que je dormais, tandis que Belle dormait juste à côté de moi. Il s'était suffisamment approché pour prendre une photo nette et me laisser un petit mot doux. Tout cela sans qu'aucun de nous ne remarque quoi que ce soit. C'est là que la panique de Réal s'est installée. Pas le genre, oh non, je suis en retard au travail, mais cette panique primaire et reptilienne qui vous donne envie d'attraper votre enfant et de vous enfuir. Quelqu'un avait violé le seul endroit au monde où j'étais censé me sentir en sécurité. Et il l'avait fait si facilement. C'était comme s'ils avaient la clé de notre porte d'entrée. Belle. Je lui ai secoué l'épaule probablement plus fort que je n'aurais dû, mais la subtilité n'était pas vraiment une option à ce stade. Elle a marmonné quelque chose à propos de 5 minutes de plus et d'un café, comme elle le faisait tous les matins quand la conscience était encore facultative. Belle, réveille-toi maintenant. Il y avait quelqu'un chez nous. Cela a attiré son attention. Elle s'est redressée, les cheveux comme s'ils avaient été électrocutés, les yeux plissés comme si je parlais du grec ancien. De quoi parlez-vous? Quelle heure est-il? Je lui ai montré la photo. Voir son visage passer de la confusion endormie à la terreur écarquillée,
c'était comme voir quelqu'un réaliser qu'il est dans un film d'horreur et qu'il n'est certainement pas la dernière fille. Oh mon Dieu, murmura-t-elle en fixant l'image. Comment Jason a-t-il fait? Que se passe-t-il? Bonne question. J'aimerais bien avoir une bonne réponse. Les 3 heures qui suivirent ressemblèrent à un film policier, sauf qu'au lieu d'inspecteur compétent et cool, j'étais l'amateur paniqué jouant à cache-cache avec des ennemis invisibles. J'ai fouillé la maison de fond en comble, inspectant chaque pièce, chaque placard, chaque recoin où quelqu'un aurait pu cacher une caméra ou un micro. Je les ai trouvés dans des endroits insensés. Une minuscule caméra dans le détecteur de fumée de notre couloir. Le même couloir que Michael empruntait chaque matin pour aller se brosser les dents. Une autre, cachée dans ce que j'avais toujours cru être une prise électrique cassée dans notre salon. Et le joyau de la couronne, un appareil d'enregistrement sophistiqué caché dans la ventilation au-dessus de notre lit, parfaitement positionné pour capturer audio et vidéo de nos moments les plus intimes. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir les appareils en les récupérant. Chacun était plus petit qu'une clé USB, mais coûtait probablement plus cher que mes mensualités de voiture. Ce n'était pas une opération d'amateur avec du matériel d'Amazon. C'était du matériel de surveillance professionnelle, du genre qui exige beaucoup d'argent et de bonnes relations pour se le procurer. J'ai appelé Gisèle Rowe depuis ma voiture garée dans l'allée, car je n'avais plus confiance en ma propre maison. Ma voix était probablement une octave plus aiguë que d'habitude, mais je me fichais de paraître dur à ce stade. Je voulais juste des réponses. Ils étaient dans ma chambre, Gisèle, pendant que nous dormions. Ils ont pris une photo de moi et l'ont laissée sur mon oreiller comme une sorte de carte de visite malsaine. Monsieur Williams, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement, a-t-elle dit. Et sa voix avait ce ton calme et professionnel que les avocats utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à vous dire quelque chose qui va vous gâcher la semaine. Ne touchez à rien d'autre dans cette maison. Ne nettoyez rien. Ne déplacez rien. J'appelle la police immédiatement, et ils vont traiter cela comme une scène de crime. Scène de crime? Ma maison, l'endroit où Mika prenait son bain, faisait ses devoirs et regardait des dessins animés le samedi matin, était désormais une scène de crime. La police est arrivée 40 minutes plus tard. 2 inspecteurs qui semblaient préférer enquêter sur n'importe quoi d'autre, et un spécialiste en technologie qui semblait sincèrement intéressé par le matériel que j'avais trouvé. L'inspecteur Morrison avait à peu près mon âge, avec des yeux fatigués et une moustache qui suggérait qu'il était policier depuis les années 1980. L'inspecteur Park était plus jeune, plus vif d'esprit et avait l'air de quelqu'un qui aimait vraiment résoudre des énigmes. Bon, je comprends bien, a dit l'inspecteur Morrison en feuilletant son carnet comme s'il lisait une liste de courses au lieu de documenter un cambriolage. Vos beaux-parents vous surveillent depuis des mois. Vous les avez dénoncés lors d'un dîner, et maintenant quelqu'un passe à l'effraction. En bref. Oui, j'ai dit. La version longue évoque des batailles pour la garde des enfants, des voitures peintes à la bombe et suffisamment de drames familiaux pour remplir un feuilleton. L'inspectrice Park s'intéressait davantage aux aspects techniques. Elle examina chaque caméra avec la minutie que je réserve habituellement aux matchs éliminatoires de football américain. Ces appareils coûtent cher, dit-elle finalement. De qualité militaire, certains nécessitant une licence d'achat. On n'a pas affaire à des amateurs. Elle passa les numéros de série dans une sorte de base de données tandis que j'essayais d'oublier le nombre de moments privés enregistrés et stockés quelque part pour analyse. Les résultats arrivèrent 1 heure plus tard et l'expression de l'inspectrice Park m'en dit long avant même qu'elle n'ouvre la bouche. L'équipement a été acheté via une société écran, dit-elle. Mais nous avons remonté la piste des paiements jusqu'à une société appelée Strategic Solutions LLC. C'est une société d'enquête privée spécialisée dans ce qu'on pourrait appeler la résolution des conflits familiaux, ai-je demandé. Ça veut dire que vos beaux-parents ont engagé des harceleurs professionnels, répondit l'inspectrice Morrison sans détour. Le genre de personnes qui gagnent leur vie en fouillant dans la polémique sur les conjoints infidèles et en documentant les violations de garde. Mais la véritable avancée est survenue lorsqu'ils ont tracé le signal de la caméra au-dessus de notre lit. Elle ne se contentait pas d'enregistrer, elle transmettait, diffusant en direct, nos moments les plus intimes vers un récepteur quelque part en ville. La piste menait à un petit appartement en centre-ville loué au nom d'Elena Marsh. Je n'avais jamais entendu parler d'elle, mais d'après le contrat de location, elle payait l'appartement avec des chèques d'un cabinet d'avocats lié à la société de Stanley. Elena Marsh, dit l'inspecteur Park en me montrant le bail. Ça vous dit quelque chose? Non, mais ce nom vous semblait familier, comme un mot sur le bout de la langue dont on ne se souvient plus très bien.
Nous étions sur le point de découvrir qu'Helena Marsh n'était que le début d'une histoire bien plus vaste et bien plus sombre. Monsieur Williams, dit l'inspecteur Morrison alors qu'il s'apprêtait à partir. Je veux que vous compreniez une chose. Ce niveau de surveillance, ce genre de coordination, ce n'est plus seulement un drame familial. Quelqu'un dirige une opération professionnelle visant à détruire votre vie, et il est prêt à commettre de graves crimes pour y parvenir. En regardant la police s'éloigner, en portant des boîtes de preuves autrefois cachées dans mes murs, j'ai réalisé que la photo sur mon oreiller n'était pas seulement une menace. C'était une déclaration de guerre. Et apparemment, je menais une bataille pendant qu'il préparait une invasion à grande échelle. Vous savez, on dit que la curiosité est un vilain défaut. Eh bien, apparemment, ça rend aussi très doué pour les enquêtes sur Internet quand on a la vie qui s'écroule et qu'on n'a plus rien à perdre. Après le départ de la police avec ses boîtes de preuves et sa promesse d'enquêter en profondeur, j'ai fait ce que toute personne rationnelle aurait fait. Je suis devenu une unité du FBI à moi tout seul, opérant depuis ma table de cuisine. Helena Marsh. Le nom tournait dans ma tête comme une bille dans une boîte de conserve, faisant du bruit sans jamais trouver de réponse concrète. J'ai tout cherché sur Google, d'Helena Marsh détective privé à Helena Marsh psychopathe, mais je n'ai rien trouvé, à l'exception de quelques profils LinkedIn génériques et du tableau Pinterest de quelqu'un rempli de recettes de ragoût. C'est là que j'ai décidé de faire preuve de créativité avec mes termes de recherche. Si Helena Marsh était un faux nom. Et soyons francs, quel genre de harceleur professionnel utilise sa vraie identité? Je pourrais peut-être remonter à partir de ce que je savais. Le bail de l'appartement, les relations avec les cabinets d'avocats, le fait que quelqu'un avait assez d'argent pour louer du matériel d'espionnage qui coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel. 3 heures et 6 tasses de café plus tard, j'ai trouvé le trésor. Enterré dans les archives d'un journal local datant d'il y a 2 ans se trouvait un court article sur un procès échoué. La plaignante s'appelait Talia Winslow et elle poursuivait son ex-petite amie pour détresse émotionnelle et manipulation financière. L'affaire a été classée sans suite. Mais c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Son avocat travaillait dans le même cabinet que celui qui avait des liens avec l'entreprise de Stanley, Talia Winslow. Ce nom m'a fait penser à une alarme incendie. J'ai creusé plus profondément et elle était là, la colocataire de Belle à la fac pendant leur dernière année. Je me souvenais d'elle sur de vieilles photos, blonde, menue, avec ce genre de sourire qui paraissait probablement innocent en vrai, mais qui paraissait légèrement dérangé sur les photos. Belle l'avait mentionné à plusieurs reprises au fil des ans, généralement dans le contexte de conversations du genre « Dieu merci, on n'est plus amis ». Mais d'après mes recherches, Talia avait un lourd passé. Après ses études, elle était sortie avec le neveu de Stanley pendant 3 ans avant que leur fiançailles ne se brise dans ce qui ressemblait à un spectaculaire déluge d'accusations et d'ordonnances restrictives. Elle avait disparu après l'échec du procès, et tout le monde pensait qu'elle avait repris sa vie comme une personne normale. Apparemment, tourner la page n'était pas vraiment son truc. Les registres fonciers racontaient la suite. Il y a 6 mois, alors que je vivais ma vie sans réfléchir, pensant que mes plus gros problèmes étaient les habitudes de Mika en matière de devoirs et le budget 20 de Belle, Helena Marsh, alias Talia Winslow, avait réussi à faire signer à Belle des papiers lui transférant une partie de la propriété de notre maison. Notre maison, celle où j'avais payé mon prêt immobilier pendant 8 ans, où Mika avait fait ses premiers pas, où j'avais installé une balançoire, repeint une chambre et construit une vie que quelqu'un essayait maintenant de me voler avec de faux documents et des failles juridiques. J'ai appelé Jazel si vite que j'ai probablement battu un record de numéros abrégés. Ils essaient de me voler ma maison, ai-je dit sans préambule. Belle a signé des papiers qu'elle n'a probablement pas compris. Et maintenant, une colocataire psychopathe aux identités multiples pense qu'elle possède une partie de ma propriété. La réponse de Jazel a été immédiate et professionnelle. Nous déposons plainte pour fraude et suspendons tout transfert de propriété dès demain matin. Cela ajoute plusieurs autres délits à notre dossier. À la fin de la semaine, j'avais des injonctions temporaires protégeant la maison, des ordonnances restrictives contre 3 personnes différentes et suffisamment de documents juridiques pour créer ma propre bibliothèque juridique. Le réseau de Talia et Helena se décomposait plus vite qu'un pull bon marché. Mais j'avais le pressentiment que nous n'en étions qu'au début. La question qui m'empêchait de dormir n'était pas de savoir qui était derrière tout ça. C'était pourquoi. Que avais-je fait pour mériter une telle guerre psychologique coordonnée? Étais-je vraiment une telle menace pour leur dynamique familiale parfaite qu'ils avaient engagé une aide professionnelle pour me détruire? Ou y avait-il quelque chose de plus grave que je ne comprenais toujours pas? Il s'est avéré que j'allais l'apprendre à mes dépens.
Vous savez ce qu'on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid? Eh bien, parfois, c'est aussi meilleur devant 200 personnes lors d'une conférence professionnelle où vos ennemis se prennent pour des experts. Stanley et Belle s'étaient inscrits pour intervenir lors d'un colloque parental chic en ville, probablement des mois avant de réaliser que leur passe-temps favori, la guerre psychologique, allait leur retomber dessus. L'événement s'appelait « Co-haring moderne, naviguer vers la stabilité émotionnelle dans les familles divisées », ce qui était suffisamment ironique pour me faire rire aux éclats en voyant le flyer. Ces gens avaient transformé le dysfonctionnement familial en art de la scène, et maintenant, ils allaient apprendre à d'autres à mieux le faire. J'ai acheté un billet sous un faux nom. 2 pourraient jouer le jeu de fausse identité et ont passé la matinée de l'événement à préparer ce que j'aime appeler mon matériel de présentation. Jazel m'avait donné des copies de tout ce que nous avions soumis au tribunal, les images de surveillance, les enregistrements audio, les documents de fraude immobilière, même les images de la caméra de sécurité de la peinture à la pulvérisation qui montraient les efforts artistiques de la fin de la nuit de Margot. La conférence a eu lieu au Marriott Downtown dans l'une de ces salles de bal génériques qui sentaient le café et les rêves brisés. Je me suis glissé à l'arrière en transe et j'ai trouvé une graine dans la dernière rangée. La casquette de baseball à tirer bas, ressemblant à tout autre parent stressé essayant de comprendre comment ne pas bousiller leurs enfants. Stanley est monté sur scène en premier, regardant chaque pouce le distingué expert en droit de la famille dans son costume coûteux et son sourire pratiqué. Il a parlé de maintenir la stabilité pendant les transitions familiales et de protéger les enfants contre les conflits parentaux avec le type de confiance qui ne vient que des années d'hypocrite professionnel. Puis Belle l'a rejoint et j'ai dû admettre qu'elle avait l'air bien là-haut. Articulée polie comme le genre de mère que chaque PDA voudrait en tant que président. Elle a parlé de reconnaître les signes d'instabilité émotionnelle et de coparents et de documenter les comportements pour la protection juridique. Le public le mangeait, prenait des notes, hochant la tête, pensant probablement que ces deux-là étaient l'étalon hors des procédures de divorce civilisées. Si seulement ils savaient qu'ils recevaient des conseils de personnes qui pensaient que les caméras cachées et la manipulation psychologique étaient des stratégies parentales légitimes. Quand ils ont terminé leur présentation et ont ouvert le sol pour des questions, je me suis levé lentement, tirant le lecteur flash de ma poche. « Excusez-moi, dis-je, ma voix portant clairement à travers la pièce. J'ai une question sur la documentation. » Stanley plissa les yeux vers l'arrière de la pièce, se demandant probablement pourquoi ma voix semblait familière. Le sourire de Belle a échoué légèrement quand elle a réalisé qui se tenait dans son public. Je me demandais, j'ai continué, marchant vers l'avant de la pièce tout en retirant mon ordinateur portable. Si vous pouviez partager quelques exemples des techniques de documentation dont vous avez discuté, car il se trouve que j'ai d'excellents échantillons de votre travail. La pièce est silencieuse alors que je connectais mon ordinateur portable à leur système de projecteur. La sécurité a commencé à bouger vers moi, mais j'étais plus rapide. Mesdames et messieurs, j'ai annoncé que la première vidéo a commencé à jouer sur grand écran derrière Stanley et Belle. Je voudrais vous montrer à quoi ressemble vraiment le coparental moderne lorsqu'il n'y a pas de caméra, sauf pour ceux qu'ils ont installés à votre insu. Les images ont roulé. Belle m'appelle une bombe à retardement. Margot planifiant ma ventilation psychologique. Stanley discute des stratégies de garde comme une opération militaire. Le public a regardé dans un silence stupéfait alors que ces experts parentaux se révélaient le genre de personnes qui espionneraient les membres de leur propre famille. Stanley a essayé de couper la puissance. Belle a tenté le contrôle des dégâts en saisissant le microphone, mais les vidéos ont continué à jouer les unes après les autres, peignant une image de tromperie et de manipulation qui aurait rendu Machavely fière. Voilà à quoi ressemble la stabilité émotionnelle. J'ai dit que les images de peinture en aérosol jouaient montrant que Margot vandalisant ma voiture à 2 heures. C'est ainsi que vous protégez les enfants contre les conflits. Les gens ont commencé à retirer leur téléphone en enregistrant tout. Les médias sociaux étaient sur le point de devenir très intéressants pour la famille Sterling. Lorsque la dernière vidéo s'est terminée, la salle de bal était morte, à l'exception du son de la réputation de Stanley et de Belle s'écraser et brûler en temps réel. D'autres questions sur la documentation? J'ai demandé au public. La sécurité m'a finalement atteint, mais les dégâts ont été causés. La justice ne vient pas toujours avec des menottes et des salles d'audience. Parfois, il est livré avec l'humiliation publique et les vidéos virales qui s'assurent que tout le monde sait exactement qui vous êtes vraiment sous votre façade professionnelle. Alors qu'il m'escortait, j'entendais le public éclater dans la discussion derrière moi. L'atelier parental de Stanley et Belle venait de devenir une masterclass sur la façon de ne pas détruire votre famille. Mission accomplie.
vous connaissez ce sentiment lorsque vous pensez que vous avez gagné à la loterie, mais vous vous rendez compte que vous êtes en fait au milieu d'un film d'horreur et que le vrai monstre ne s'est même pas encore présenté? Ouais, c'était mon mardi après-midi. Après l'humiliation publique lors de la conférence, j'ai pensé que le pire était derrière nous. Stanley et Bell avaient été exposés, leur réputation était en ruine et les médias sociaux avaient une journée sur le terrain avec des hashtags comme la famille d'ISPCAM et d'ISPC.Laos. En fait, je me sentais plutôt bien dans ma peau, assis dans ma cuisine avec une bière et faisant défiler les vidéos virales de ma présentation impromptue lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Monsieur Williams, dit la voix quand j'ai répondu. Il a été déformé électroniquement, comme quelque chose d'un mauvais film de thriller. Vous pensez que vous avez gagné, n'est-ce pas? Qui est-ce? J'ai demandé, mais je ressentais déjà que la crainte froide glacée familière rampant mon colonne vertébrale. La ligne est morte. Ensuite, mon téléphone a bourdonné d'une notification vocale. Le message ne faisait que 3 secondes, mais c'était suffisant pour arrêter complètement mon cœur. C'était la voix de Mika, petite et effrayée. C'est lui. Puis silence. J'ai appelé l'école de Mika si vite que j'ai probablement battu une sorte de record de numérotation. Il était là en sécurité dans sa classe, travaillant probablement sur des tables de multiplication et se demandant pourquoi son père semblait avoir une crise de panique par téléphone. Pouvez-vous le mettre au bureau jusqu'à ce que j'y arrive? J'ai demandé au secrétaire, essayant de ne pas ressembler à un fou complet. Il y a eu une urgence familiale. 20 minutes plus tard, je tenais mon fils assez serré pour probablement craquer ses côtes, le vérifiant comme s'il avait été dans un accident de voiture au lieu de simplement assister à une journée parfaitement normale de 3e année. Papa, tu es bizarre, a déclaré Mika. Mais il me serra dans ses bras de toute façon. Quel est le problème? Rien, mon pote. Tu m'as manqué aujourd'hui. Je n'étais pas sur le point de dire à mon enfant de 8 ans que quelqu'un l'avait en quelque sorte enregistré en disant quelque chose qui ressemblait à une confession ou à une accusation. L'enfant avait traversé suffisamment de guerres psychologiques pendant une vie. Cette nuit-là, après que Mika dormait et que j'ai vérifié sa chambre environ 17 fois, j'ai décidé d'enquêter sur sa tablette. Appelez cela paranoïa, appelez cela l'instinct parental. Mais quelque chose à propos de ce message vocal était trop pratique, trop parfaitement chronométré pour être aléatoire. Je l'ai trouvé enterré dans ses applications, un programme fonctionnant en arrière-plan que je n'avais jamais vu auparavant. L'icône avait l'air assez innocente, juste un microphone de dessin animé. Mais quand je l'ai ouvert, mon sang s'est transformé en eau glacée. IW. Quelqu'un avait utilisé la tablette de mon fils pour enregistrer les conversations, pour surveiller son emplacement, pour écouter nos moments de famille privés. L'application était sophistiquée, conçue pour ressembler à un jeu tout en transmettant secrètement des fichiers audio à un serveur externe. J'ai appelé immédiatement Gisèle, même si c'était après minuit. Ils ont utilisé la tablette de Mika pour nous espionner, dis-je sans préambule. Quelqu'un a installé un logiciel d'enregistrement et a écouté tout ce que nous disons dans notre propre maison. Jason, j'ai besoin que vous apportiez cette tablette à la police le matin. Ne supprimez rien. N'essayez pas de retracer le signal vous-même. Il s'agit de la preuve de plusieurs crimes impliquant un mineur. L'équipe technologique de la police a travaillé plus rapidement que je n'aurais vu des employés du gouvernement bouger. En quelques heures, ils ont retracé le signal de la tablette de Mika au même appartement qu'Elena Marsh, alias Talio Winslow, avait loué au centre-ville. Mais quand ils ont fait une descente dans l'endroit, ce qu'ils ont trouvé était pire que des équipements de surveillance. Le parc détective m'a appelé de la scène. Monsieur Williams, vous devez savoir à quoi nous avons affaire ici. Ce n'est pas seulement la traque. Il s'agit d'une opération de renseignement à grande échelle. L'appartement était un équipement de surveillance mur à mur, sur les moniteurs montrant des flux en direct des caméras que je ne savais même pas existantes, des classeurs pleins de photographies documentant tous les aspects de ma vie et une configuration d'ordinateur qui ressemblait à un établissement gouvernemental. Il y avait des photos de moi à l'épicerie, ramassant Mika à l'école, prenant un café avec des amis, des photos de notre maison prises sous tous les angles, des plans d'étage qui montraient l'emplacement de chaque pièce, et ce qui ressemblait à un profil psychologique détaillé qui a analysé mes modèles de comportement comme j'étais un rat de laboratoire. Mais la découverte la plus effrayante était un mur recouvert de photos de Mika à l'école, à l'air de jeu, marchant jusqu'à l'arrêt de bus. Quelqu'un avait documenté la routine quotidienne de mon fils avec le type de précision qui suggérait qu'il planifiait quelque chose de bien pire que la manipulation de la garde. Talio Winslow a été arrêté cet après-midi.
Stanley était le suivant, alors Darren, tous deux accusés de complot et de multiples chefs de harcèlement et d'invasion de la vie privée. Les preuves étaient écrasantes. Dossier financier montrant les paiements aux enquêteurs privés, au sentier par courrier électronique discutant du problème de Jason et suffisamment de séquences de surveillance pour remplir un petit cinéma. Mais Belle, elle a disparu. Ses vêtements avaient disparu, sa voiture manquait et ses cartes de crédit n'avaient pas été.